Daniel, je dois m'en aller. Si par malheur je ne reviens pas dans une semaine, tape ce numéro sur ton téléphone. Eh mais, attendez Buon. Ah. Merde, mon salaire, putain. Il est parti comme une fusée en me laissant simplement un numéro à composer en cas d'urgence. Tu m'étonnes que la radio ne fonctionne pas s'il quitte son poste comme ça. Et puis il faut voir l'état du studio. Je sais. Je vais faire quelques rangements pour l'obliger à augmenter mon salaire. Ah, tiens, une cassette laissée à l'abandon. C'est écrit enregistrement dangereux à ne surtout pas diffuser. Depuis quand Nebio refuse l'idée de diffuser une vidéo? Qu'importe. Laissons ça de côté pour le moment. Attends, quoi? Je viens de mettre la cassette de côté. Qu'est-ce qu'elle fait à nouveau au même endroit? C'est curieux. J'ai envie de la regarder d'un coup. Auditeurs et auditrices du prolétariat, bienvenue sur Vox Populi, la seule radio qui vole la parole des privilégiés pour la distribuer aux autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage des plus emblématiques, Aera Shiratori, de Dan Dadan. Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une simple lycéenne avec un crush, vous vous trompez. Sous son maquillage se cache une part sombre du Japon. Apparu pour la première fois dans le chapitre 10 du manga et dans l'épisode 5 de la récente adaptation animée, Aera Shiratori compose une partie de l'équipe des protagonistes aux côtés des deux héros Ken Takakura, aka Okarun, et Momo Ayase. Vous allez me dire que vous préférez qu'on parle des deux autres personnages, mais à Vox Populi, nous nous intéressons à ceux dont la parole a le moins d'écho. Et puis, Aera est un personnage tellement riche, elle englobe à elle seule 3 facettes de la série. Tout d'abord, Aera a une place centrale dans le slice of life de Dan Dadan. Le manga s'intéresse au quotidien des personnages. On apprend à découvrir leurs amours, leurs amitiés, leurs angoisses, leurs joies, tout cela dans un cadre scolaire. Ce cadre prédomine au point qu'à la fin de chaque arc, les bizarreries du monde de Dan Dadan s'intègrent au quotidien. Les esprits extraterrestres participent à la dynamique du récit. Cette narration s'explique par le choix de l'auteur Tatsu Yukinobu de faire de son manga une histoire d'amour. On reprend de nombreux éléments des shoujo de romance avec des combats en plus. Quand Aera apparaît, c'est bien dans ce cadre qu'elle est définie. C'est une fille populaire du lycée qui joue de ses charmes pour manipuler les garçons exclus. Elle s'en donne même à cœur joie. Okarun en fait les frais. Heureusement, Momo sauve le lycéen des griffes de Aera. C'est un trope classique qui oppose la fille populaire mal intentionnée à la fille honnête et énergique, mais qui rentre moins dans le moule. Et pour les lecteurs, la préférence va rapidement auprès de Momo. Jusqu'à maintenant, une partie du public déprécie Aera. Ça doit être un courant d'air. Bon, reprenons. Au fil des chapitres, c'est un autre personnage qui se dévoile. Elle découvre son premier amour, malheureusement platonique, avec Okarun. Elle développe une véritable amitié avec sa rivale Momo. Elle amorce sa rédemption en cherchant à mettre fin aux rumeurs qu'elle a elle-même provoquées. Son comportement est celui d'une lycéenne qui doit apprendre à gérer ses émotions. Elle maintient une personnalité forte devant les autres et ne montre que très peu ses doutes et faiblesses. Ce qui donne des moments marrants, mais crée aussi de l'attachement. En fait, plus le personnage se dévoile, plus on a l'impression de développer un social link avec un PNJ de Persona. Ou, pour celles et ceux qui n'ont pas joué à la saga légendaire de Atlus, dites-vous que Aera c'est Vegeta dans le corps d'une lycéenne, rivale d'un héros qu'elle ne battra jamais, mais qu'importe, elle garde sa fierté tout au long et s'améliore. Ah, mais c'est pas possible! Bon, je vais fermer la fenêtre. Soyez-en sûrs, Aera mérite son titre de leader de l'équipe, car elle est intrinsèquement liée au succès de l'anime. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nebio ne voit pas le truc bizarre au fond de la pièce? Mais what? « 近づいてきてる。赤いワンピースの女が。 !」 「」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 
Le 14 novembre 2024 sort l'épisode 7 de la saison 1 de Dan Da Dan. Cet épisode est le plus spectaculaire et apprécié de toute la saison, et de l'anime jusqu'alors. Ce succès est dû à l'animation, la bande-son, la mise en scène et ce qui est raconté. Pour comprendre ce succès, reprenons notre récit. Attention, tout ce qui va être dit est très bizarre, surtout si vous n'avez pas vu Dan Da Dan, alors allez visionner. À la suite de son affrontement contre un puissant yokai du nom de Meme Turbo, Okarun, accompagné de Momo, découvre qu'il possède les pouvoirs du yokai, mais qu'il a perdu ses testicules. C'est cette même Meme Turbo s'incarnant en chat qui leur apprend la nouvelle. Je vous ai dit, c'est étrange comme histoire. Les deux protagonistes découvrent que Aira est entrée en contact avec l'un des deux bijoux de famille. De ce fait, elle est en capacité de voir les esprits à proximité, du moins c'est ce qu'on croit. Avec cette capacité, Aira décide de combattre Momo, qu'elle imagine être responsable de la venue des fantômes et que c'est son devoir d'exorciser le démon en elle. Toutefois, elle observe notamment la venue d'une immense dame, vêtue d'une robe rouge et d'un sourire dérangeant, se rapprochant petit à petit d'elle. Une idée de mise en scène qui peut rappeler It Follows, un film durant lequel une jeune étudiante se voit poursuivre par un esprit qui la poursuit lentement où qu'elle aille. Petite idée de visionnage pour Halloween. Non mais tu vas pas me dire qu'il ne se rend pas compte qu'un esprit se rapproche derrière lui là. Bordel, pourquoi j'arrive pas à arrêter la vidéo? Aira planifie un guet-apens contre Momo. Avec un attirail, incluant un étrange crucifix, elle compte se débarrasser du démon. Alors que Aira et ses amis réussissent à la capturer, l'esprit en robe rouge s'en prend aux amis de Aira. Cette dernière, terrifiée, ne comprend pas pourquoi le monstre en a après elle. Pourtant, l'esprit est on ne peut plus clair. La jeune lycéenne est sa fille, et ceux qui lui veulent du mal en paieront le prix. C'est à cet instant que nous apprenons que l'esprit est l'acrobate à la chevelure soyeuse, un yokai de 3e rang pour Meme Turbo. Les capacités de l'acrobate lui permettent de se mouvoir avec aisance, malgré sa taille, et de manipuler ses cheveux pour capturer ses ennemis. Lors de l'affrontement, Okarun, avec ses pouvoirs de yokai, intervient. Cependant, malgré les efforts des héros, Okarun, suivi de Aira, se font dévorer. Quand vient le tour de Ayase de se faire engloutir, l'acrobate prend feu. Meme Turbo, qui assiste à la scène, nous apprend que le crucifix de Aira était un briquet et que Momo l'a utilisé pour mettre le feu à ses cheveux. Une résolution d'affrontement qui rappelle des confrontations de JoJo's Bizarre Adventure, couplée d'un bel exemple de fusil de Chekhov. On se rapproche de l'épisode qui a créé tant d'émoi. Avant, il est intéressant de noter que l'acrobate semble délirer autour de la recherche d'une fille. Elle ne peut s'empêcher de voir en Aira sa fille et exige que Momo l'appelle maman. Fait qui prend son sens quand on découvre le terrible passé. Après avoir été recraché par la yokai, notre petit groupe se rend compte que Aira est mal en point. Momo cherche une solution et rentre en contact avec l'âme de l'acrobate. Avant de mourir, elle était une jeune mère de famille, issue des classes populaires. Elle réalise des petits boulots afin d'obtenir de l'argent, dans un unique but, combler de bonheur son unique enfant. Sa fille était son rayon de soleil. Elle lui apprenait à danser comme une véritable petite ballerine. Malgré la pauvreté, ce quotidien remplit de joie la jeune mère. Elle décide un jour d'acheter à sa fille une jolie robe rouge, rappelant celle portée par la yokai. Les scènes sont radieuses et touchantes. Les animateurs ont réalisé un travail exemplaire. Des plans séquences, dignes du cinéma, nous présentent le quotidien de la famille, accompagné d'une douce mélodie, sans aucun dialogue. Seuls les plans sur les visages radieux s'expriment. Et d'un coup, changement d'ambiance. Une image de l'enfant en pleurs apparaît. La musique est stoppée par les cris de cette dernière, mais surtout la parole revient. Des hommes parlent, menacent et agressent violemment la famille. La maison est saccagée, la mère est couverte de sang, voyant sa fille se faire kidnapper. Nous ne pouvons que supposer de l'identité des hommes, des recouvreurs de dettes, des gens de la mafia sans doute, auprès desquels la mère a dû s'endetter pour offrir une robe à sa fille. Ne pouvant supporter la disparition de sa fille, la mère réalise une dernière danse, au-dessus d'un immeuble. Écran noir, bruit métallique, la scène prend fin. Nous savons ce qui s'est passé. La mère renaît en esprit et c'est à ce moment que Aira, dont la mère est morte il y a peu, la confond. L'instinct maternel du yokai s'est donc éveillé, devenant ainsi l'acrobate soyeuse. C'est d'une tragédie sociale que le monstre est né. Concept classique, surtout dans l'horreur. Ce n'est pas la seule fois que Dan Da Dan mélange tragédie sociale et occulte.
Mimi Turbo recueille les esprits de jeunes filles agressées et violées. L'œil maléfique est un jeune enfant enfermé et promis à un horrible sacrifice. Après tout, l'horreur explore les peurs collectives et les maux de la société. Prenez l'exemple de ça, de Stephen King. Que ce soit le roman ou les films, on y explore l'angoisse pour les clowns, mais aussi pour l'autre, dans ces campagnes reculées et conservatrices des États-Unis. Je suis en train de perdre la tête ou quoi? Le fantôme là, il vient de parler. Est-ce que cette cassette essaye de me dire quelque chose? Dandadan est une explosion de références culturelles. Dans un seul et même manga, nous avons de la romance à la shoujo, des kaiju comme Godzilla, des mechas de Super Sentai, de la baston à la JoJo's, du slice of life comique et j'en passe. Cependant, la référence centrale reste l'occulte. Le mélange d'univers de yokai et d'ovni à la SF est une preuve d'amour au délire d'étrangeté. Cet amour se retranscrit même dans l'opening, notamment avec ce couplet. Les expressions Sada-chan, Kaya-chan font certainement référence à Sadako Yamamura et Kayako Saiki, les deux personnages cultes de films d'horreur qui sont respectivement Ring et The Grudge. Même la répétition de Kuwabara lors du premier couplet peut renvoyer une prière pour éloigner les mauvais esprits. L'acrobate soyeuse, de son design à son histoire, est un autre hommage à l'horreur dans ce manga. Tout d'abord, il faut rappeler que l'horreur au Japon est féminine. Dans un ouvrage écrit pour La Passion, Jean-Marie Bouisson, historien français spécialiste du Japon, le rappelle. L'horreur nippone est féminine. En Occident, elle fait grand usage des instruments de pénétration brutale, lames, pieux, scies et autres substituts phalliques, qui affichent le caractère mâle du genre slasher. Le psychopathe armé de sa tronçonneuse est moins présent dans le manga d'horreur que la mère mortellement abusive ou la femme éconduite, perdue dans sa folie obsessionnelle. Il faut dire que les armes ne suscitent pas l'horreur dans un pays où des voyageurs occidentaux de la fin du 19e siècle sont encore témoins de têtes coupées et exposées sur la route. De plus, là où le christianisme a eu tendance à présenter des figures du mal plutôt masculines, même les sorcières ne sont que les outils du diable, les croyances japonaises présentent les femmes comme horrifiques depuis la nuit des temps. Cela commence dès la création de l'archipel nippon, avec le décès brutal d'Izanami, la déesse des origines. Son frère Izanagi, descendu la chercher en enfer, la trouve en état de décomposition. Il peut la ramener, à condition de ne pas la regarder. Il brandit l'interdit et doit s'enfuir à toutes jambes, poursuivi par sa sœur pourrissante et folle de rage. L'idée même de la mère comme figure de l'horreur s'explique par la place de la famille, élevée en un haut lieu sacré jusque dans les années 1990. Des histoires de mari prêt à tout pour quitter son épouse possessive sont monnaie courante dans l'horreur. Je me devais de rappeler ce point, car il éclaire un aspect important de l'histoire de l'acrobate. C'est une femme qui élève seule sa fille. Point de départ à l'horreur sociale qui en découlera. Le design de l'acrobate soyeuse renvoie à de nombreuses légendes urbaines japonaises. Si vous avez vu Jujutsu Kaisen, vous avez déjà dû apercevoir qui était Kushisake Onna. Une femme qui porte un masque chirurgical croise un enfant seul dans la nuit. Elle lui demande « Est-ce que je suis jolie ?» Quelle que soit la réponse, l'enfant finira mal. La représentation de l'horreur par le féminin est une habitude pour les consommateurs d'animés du genre. Elfen Lied, avec ses filles aux cheveux roses faussement inoffensives, Another, dont le personnage principal agit comme une entité fantomatique, Mirai Nikki, avec une protagoniste des plus dérangées, Shiki, avec une petite fille sur la couverture promotionnelle, et j'en passe. Néanmoins, n'oublions pas que ce qui se cache derrière l'horreur de l'acrobate est une profonde misère sociale. Son origine est une réalité matérielle, connue par de nombreuses familles monoparentales. Des parents, notamment des mères, prêts à tout pour leur enfant, quitte à braver l'interdit. Quand on s'intéresse à l'horreur, on se rend bien compte que ce n'est pas tant les entités occultes qui inquiètent, mais plutôt la détresse socio-économique des classes populaires. D'ailleurs, les entités occultes se nourrissent bien souvent de cela. L'horreur n'est que le vernis qui cache la brutalité d'un système économique. L'acrobate soyeuse ne se serait pas suicidée si nous vivions dans une société où personne ne crache du sang pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. N'oubliez pas que derrière chaque histoire, l'histoire réside. 1 minute.
Ce numéro-là, c'est exactement celui que Nebio m'a donné. 04 04 666. Il y a sérieusement quelque chose qui cloche. Mais pourquoi est-ce qu'il fait aussi froid tout d'un coup?